président de l'Assemblée provinciale, représenté, honorable membre du bureau, honorable député, distingués invités, tout votre collègue observé. Je voudrais, avant toute chose, remercier très sincèrement les dieux créateurs, maîtres des temps et des circonstances, qui, par sa divinité, a bien voulu que ce jour, nous puissions nous soumettre à cet exercice démocratique qui trouve à travers ces propos notre fidélité, notre croyance à l'éternité. Je voudrais aussi remercier très sincèrement nos ancêtres de divinité. Sans eux, on n'aurait pas de sang-propos. En ce moment où je prends la parole, dans cette province problématique par excellence, je voudrais qu'ils m'inspirent. Je voudrais qu'ils sont des points pour me confier la tâche en vue d'éclairer l'avenir et de faire prospérer cette province. Je voudrais profiter de cette occasion pour remercier très sincèrement les honorables députés, les députés provinciaux jusqu'à 100 euros, qui ont démontré par le passé qu'ils sont un peuple audacieux, un peuple courageux, un peuple historique, simplement parce qu'ils peuvent résister, alors résister devant n'importe quelle tentative, je vais dire, dictatoriale. Vous vous souvenez de notre héros national, comment il a bravé les Belges chez eux. Et nous pensons que tout celui qui s'est dit sans trop, pas cette séquelle. On a répété mon respect et mes considérations. Parce que vous avez été à vote, vous avez mérité nos applaudissements. Le monde avait sursauté lorsque, cette époque-là, vous avez pris un certain nombre de propositions, de positions difficiles. Je l'incline devant vous. Je sais que vous agissez difficilement devant des injonctions. Et je ne pourrais que m'incliner parce que je partage votre sang. Bien qu'on vous a soumis dans une misère intolérable pendant 3 ans et demi, les hommes sont censés représenter tout un peuple. Les hommes sont censés être des dignes fils de la province. Mais écoute, je partage votre douleur. Je partage votre sensibilité. Et ça, maintenant, plus que jamais, nous pourrons décider ensemble pour que plus rien ne sera comme avant. Je voulais également remercier très sincèrement tous les candidats, gouverneurs et vice-gouverneurs, qui ont décidé de ne pas voir les Sangourous disparaître. Les Sangourous, aujourd'hui, c'est comme une personne à danger. Et ne pas intervenir, c'est comme si on n'assistait pas à une personne qui est en train de mourir. Et toutes ces personnes ont eu le courage. J'avais eu l'expérience. Quand j'ai quitté Mujima pour venir ici, c'est un parcours de combattants. C'est un calvaire incroyable. Et vous avez vu des hommes, vous avez vu des femmes qui ont bravé véritablement ces difficultés et qui sont venus véritablement demander des suffrages pour être serviteurs du Sango. Je salue tous mes frères et sœurs. Beaucoup de respect pour vous. Beaucoup de respect pour vous. J'aurais voulu que vous soyez là pour qu'on s'embrasse, pour qu'on fasse confiance à cette personne qui sera élue par le représentant. Et que tous nous avons des programmes, nous avons des projets, nous pouvons nous associer à la personne pour nous donner plus d'intelligence de manière qu'il puisse développer notre province. Croyez-moi, vous avez toute mon affection. Je voudrais saluer tous les leaders politiques de notre province, que ce soit les jeunes nationaux et provinciaux, qui n'ont ménagé aucun effort pour que l'unanimité soit faite.
autour de cette élection. J'ai entendu même des gens qui me parlent de lui. Déjà dans la trempe de Maman Philomène Togo. Des gens, tous ces politiciens, que ce soit sénateurs, que ce soit députés nationaux, qui disent non, père, il faut y aller. C'est maintenant au plus que jamais. Nous voulons que le Sanko retrouve sa robe de tous les temps. Parce que notre image a été ternie et nous avons intérêt naturellement que nous puissions changer la situation. Honorable Président, honorable membre du bureau, honorable député, c'est un exercice constitutionnel, c'est un exercice où il faut démontrer sa vision. Mais je voudrais noter deux choses. La première, c'est qu'il est difficile de prétendre dans une assemblée comme celle-ci, qu'elle se base d'un discours de quelques minutes, on peut décliner les tournements opérationnels que peut représenter le développement du Sanko. Ah non, ce n'est pas l'occasion. Je voudrais également insister pour dire qu'un discours de campagne n'est pas un programme. Un programme, c'est l'ensemble de projets. Le projet, c'est un ensemble de réponses par rapport aux problèmes qui se posent. Et les projets sont articulés dans un dossier technique qu'on appelle le programme. Cela intervient généralement lorsque le moment venu, si vous me faites confiance, à ce moment-là, je vais construire une cohérence mathématique pour vous présenter quelque chose qui véritablement sera estimé dans un délai que nous connaissons. Je voudrais aussi faire savoir qu'il faudrait que nous ayons en tête. Nous ayons en tête que ce que je suis en train de vous présenter, c'est quelque chose qui porterait sur une durée d'une année et demie. Tout calcul qu'il fait, c'est 547 à 548 jours. Donc il est anormal de dire que je vais construire des avions. Il est anormal de dire que je vais construire le béton. Il est anormal de dire que je vais faire 1000 km de route. Ah mais non, c'est de l'amusement ou c'est de la galerie. Je ne viens pas faire ça. Je voudrais simplement vous dire, de manière réaliste, ce que je pourrais, dans une perspective moyen-termiste, faire quelque chose. Cette précision est appelée, honorable président, honorable du bureau, honorable député. Je voudrais présenter mon petit texte, mon discours à 7 petits points. Le premier point, il ne faut pas porter sur la photographie du Sanko. On ne peut pas vouloir envisager le développement d'une entité sans qu'on connaisse cette entité. Parce que vous intervenez dans une entité. Et donc, je vais vous présenter succinctement ce que représente le Sanko. Et donc, sur base de cette présentation, deuxième point, je vais dégager des problèmes majeurs qui sont phares, qui permettront, parce que lorsqu'on travaille dessus, on est capable de déclencher un mouvement de développement. Et dans un troisième temps, je vais vous présenter les axes prioritaires. Quelles sont les options que nous estimons être capables de mener pour poser un premier pas, même si le premier pas est le plus long. Et dans un quatrième temps, je vais vous présenter les opportunités du Sanko. Quels sont les atouts du Sanko? Est-ce que les actions que nous avons arrêtées sont capables d'être réalisées? Quelles sont les opportunités disponibles? Quels sont les atouts du Sanko? Je voudrais, dans un cinquième temps, vous présenter, oui, nous avons des opportunités, oui, nous avons des atouts. Donc, comment allons-nous procéder? Comment allons-nous procéder? Quelle devrait être la méthodologie? Quelle devrait être l'approche pour que véritablement ce que nous proposons soit rendu opérationnel? Parce qu'il est normal de dire que je ferai un budget de 10 milliards, vous ne savez pas où est-ce que vous allez avoir l'argent, ça devient pratiquement, des propositions, j'allais dire complaisantes, non, qui réfèrent à un écosystème politique de politique internationale. Et dans un sixième temps, je vais vous présenter les sources de financement. Nous aurons l'argent où? Et après combien de temps nous pouvons rendre opérationnel pour réussir notre mission? Voilà ces interrogations. Et pour terminer, vous avez une étiquette qui vous présente ce travail.
il faut le connaître. A-t-il le profil? A-t-il le background pour assumer des responsabilités? Vous risquez de lire quelqu'un que vous ne connaissez pas. Et donc, ça sera dans ce point-là précis que nous allons devoir présenter l'étiquette. En ce qui concerne le premier point qui porte sur la photographie de la province, c'est juste pour vous rafraîchir vos mémoires, pour dire que la province du Sampuru, c'est une province d'une taille de 104 331 km². C'est un pays dans un pays. Le Sampuru, c'est 4 fois plus que le Rwanda, la République du Rwanda. Le Sampuru, c'est 3 fois plus que la Belgique. Le Sampuru, c'est 104 fois plus que la République Sao Tomé et Principe. Le Sampuru a 4 millions d'habitants. Mais c'est 2 fois plus que la République du Gabon. C'est 3 fois plus que la République de Guinée équatoriale. Donc le Sampuru n'est pas une province, le Sampuru c'est un pays. Donc vous ne pouvez pas venir justement vous présenter pour dire je vais développer les arrêtez. Quel est votre schéma et comment vous entendez vous y prendre? Parce que, écoutez, moi je suis territoire de l'Omega. Lorsque j'ai fait ma campagne électorale comme député national, mais j'ai fait le même travail que Kagame. Mais j'ai fait le même travail que Kagame. Et vous saurez lorsque vous êtes dans la province du Sampuru. Mais ce n'est pas une chose facile. C'est pas en parlant français. Non, non. Et donc, c'est un grand pays. Dans un grand pays, il faut internaliser vraiment cette animation. Le Sampuru a 6 territoires. Le territoire de Sampuru, le territoire de l'Oja, le territoire de l'Omila, de Katakoukome, de Loubef et de Kolé. Quand vous prenez le territoire de Katakoukome, c'est pratiquement la République du Rwanda, à l'instar même du territoire de l'Omila. Donc nous avons des républiques. Et donc ce n'est pas de la blague. Ce n'est pas vraiment pas de la blague. Le Sampuru a plusieurs tribus. Et ces différentes tribus est une diversité qui nous rend un peu plus riches. Il y a tellement de coutumes diversifiées que c'est pour nous une richesse. Nous sommes une province qui dispose de galeries, qui dispose de femmes, de savanes, qui dispose de forêts. Et vous savez que dans les forêts, vous avez naturellement des arbres qui peuvent servir de bois, des charbons de bois. On en a besoin. Une grille de bois vendue à Bruxelles, c'est 1400 euros. 1400 euros. Ça représente combien de dollars? C'est plus de 1500 dollars la grille. Aujourd'hui, au Kasaï, il n'y en a pas. Au Sampuru, on n'a pas encore commencé cette exploitation. Ce sont des grands défis qui vont nous pousser naturellement à mieux travailler. Nous avons la capacité de travailler dans un sol très fertile, dans les savanes. Vous avez le riz, le manioc, ça peut pousser, les arachides, ça peut pousser. Tout peut pousser, les platins, ça peut pousser chez nous. Je suivis un compatriote dans une chaîne de la place dire que c'est le travail qui nous manque, et le travail nous rend le chômage, et donc nous devons nous investir par rapport à ça. Donc vous avez suivi là que nous avons 6 territoires, nous avons 39 secteurs, plus des chefferies, et nous avons des villages, des groupements, etc. Et vous savez la particularité de la Constitution congolaise donne la possibilité à des secteurs, à des communes, à des villes, justement, d'avoir une personnalité juridique. Et les personnalités juridiques leur donnent la possibilité d'avoir une autonomie. Autonomie de gestion technique, financière, matérielle et économique. Ça veut dire quoi? Une capacité de poser des actes de l'aide volontaire. Ça veut dire quoi? Savoir un programme, savoir un budget. Et donc, on dit pas seulement de la province. Les villes auront leur budget. Les communes auront leur budget. Les secteurs auront leur budget. Les chefs auront leur budget. Donc, à chaque niveau d'atterrissage, nous aurons des budgets, nous aurons des programmes. Et donc, les chefs de secteur ne doivent plus travailler comme un mec qui fonctionnaire de l'État, mais c'est aussi président d'une république. Sur une
direction-là, on n'y arrivera pas. Et donc, deuxième point, quels sont les problèmes majeurs? Les problèmes que nous avons généralement, ils sont nombreux, nous avons priorisé ça à quatre parties. Et ce n'est pas dans le délai d'une année et demie qu'on doit pouvoir véritablement s'amuser à dire que non, on va faire ceci, on va faire cela. Mais il faut savoir recadrer. Et alors, or, l'école c'est un secteur décentralisé qui relève de la compétence du gouvernement provincial. Aujourd'hui, il y a un désordre organisé, pratiquement, parce que même les CBG, même je ne sais pas, tous les responsables de l'école, etc., sont désignés par Kinshasa. Or, Kinshasa n'a pas compétence sur cette question. On t'en dit, pour la santé, c'est la province. C'est la province, c'est ça la décentralisation. J'ai conduit les délégations provinciales. Nous sommes été représentés à son temps pour qu'on mette en place des mesures d'accompagnement. Il a été démontré. Et les lois sont là. La question de l'agriculture. Il y a des projets qui sont conçus à Kinshasa et donc on déverse en province. Il faut que ça s'arrête. Lorsqu'on a un gouverneur responsable qui a la connaissance de la chose, il va firmer son leadership sur cette question. Encore qu'il faut une assemblée provinciale aussi, qui est légitime, qui s'affirme, qui travaille en collaboration avec le gouvernement provincial, pour pousser le gouvernement national à pouvoir respecter les différentes dispositions constitutionnelles. Donc, les écoles, les centres de santé, inexistants. J'ai vu, lorsque j'étais dans un dispensaire, je faisais la campagne à l'ennemi du Sud, et j'ai vu une fille de 21 ans en train de mourir, le médecin incapable de pouvoir sauver parce qu'il n'avait même pas une aspirine pour sauver la fille. Elle est morte de manque d'aspirine. C'est ça nos hôpitaux. Hier, j'ai fait un tour à l'hôpital de Luxembourg. Parce que je sais que c'est le grand hôpital de ma province. J'ai vu des gens dormir sur des nattes, sur des lits métalliques, mais il n'y a même pas une mousse dessus. J'ai plaidé, moi j'ai dit, mais écoutez, c'est un secteur qui relève de la compétence de la province. Combien de partenaires à travers le monde disposent des moyens pour doter les provinces naturellement pour faire ce travail? Et donc, on a un grand défi autour des infrastructures, autour de la dotation dans les différents secteurs socio-économiques. La question de l'économie. Il faut saluer le courage et la détermination de nos opérateurs économiques qui n'ont pas de crédit. Kinshasa dispose de 35 banques étrangères qui deviennent des banques terroristes. Vous ne pouvez pas imaginer, lorsque vous prenez le crédit au début du mois et on vous arrache, on prend le bénéfice à la fin du mois, vous n'avez même pas encore commencé du travail. Et donc nos opérateurs économiques qui sont les héros, parce qu'ils arrivent à faire quelque chose et ils ne disparaissent pas. Ah ben, il faut avoir un gouvernement qui s'est drainé, les vrais banques qui peuvent véritablement donner des moyens pour que ces opérateurs économiques travaillent. Mais il faut également asseoir le civisme fiscal, parce que s'il n'y a pas de taxes payées, s'il n'y a pas d'impôts payés, bon, la province va disparaître. Encore que la population comprenne ça, encore que la population comprenne, il faut que la population sache qu'avec l'argent qu'elle a donné, on a construit l'école, on a arrangé la route, on a construit les centres de santé, on a approvisionné les médicaments, etc. Mais si on ne le voit pas et que les gens mettent ça dans leurs poches respectives, alors ça devient un danger public. Je voudrais également dire que nous allons, si vous nous donnez cette opportunité, nous engager pour l'agriculture. J'ai entendu quelqu'un parler qu'on était des greniers agricoles. J'y travaille parce que moi-même j'étais le directeur général d'une école et l'Institut supérieur d'études d'agronomie, ici, qui fut un centre de recherche. Et j'ai dit, mais il y avait des potentialités énormes. Mais quelle est l'agriculture de l'agriculture? À Kinshasa, il a existé un moment où les riz venaient de l'Europe, venaient du Sangourou. Maintenant, les Thaïlandais, les Chinois. Observez ces riz-là, ce sont des plastiques qui sont en train de mouler dans leur machine. Ce n'est pas du riz, c'est artificiel. Et c'est ce qui donne aujourd'hui les jeunes gens
venir ici sans cause de tout ce bien apporté. Et nous avons intérêt, naturellement, de relancer notre agriculture. Mais comment relancer notre agriculture? Moi, j'effectue, je quitte le cas, je vais jusqu'à Moukoumaru, je ne vois même pas une chicoine pour acheter. Quand je pose la question, je dis, mais comment on ne produit plus parce qu'il n'y a pas d'acheteur? Et même quand on produit une chicoine, ça va vous coûter combien? Je suis allé au marché de l'autre, j'achète le riz. J'ai une pitié, je dis combien? Oh non, papa, non, moi je dis waouh, mais après combien de temps la maman qui vend les gobelets du riz va-t-elle acheter un pain qui coûte 15 $? Parce que tout un champ, ça ne représente même pas 10 $. Vous vous imaginez? Ça c'est gravissime. Ça c'est gravissime. C'est comme ça que, comme nous allons parler des infrastructures, il faut désenclaver la province, mais dans une approche que je vais démontrer tout à l'heure. Il faut débarrasser les sémenciers. Où sont les semences améliorées? J'ai été à Ibadan au Nigeria. On produit une couture de manioc et qui pèse 50 kilos. Lorsque vous faites un art, vous avez la possibilité de remplir un sac. Même si vous faites un hectare, donc vous êtes du bonheur, vous êtes du riche, parce que vous avez la capacité de vendre et d'avoir des revenus. Et chez nous, ce sont les boutures des années et des années qui sont véritablement traditionnelles, qui n'ont qu'à effet à terme des parcs de performance agricoles. Où sont les médecins vétérinaires dans les villages? Ils sont là au bureau. Ils n'ont même pas un moyen de mobilité, ne serait-ce qu'un vélo pour aller visiter les éleveurs. On n'a même pas un élevage référentiel moderne qui produise des petits pour vulgariser auprès de la population. On n'en a pas. Et quand l'agronome, le vétérinaire arrive, c'est pour demander des amendes. Oh non, votre bon, c'est circulé de payer. Les gens ont même marre de pouvoir élever tout ça. Il faut redresser ça. Il faut les encourager. Parce que c'est un secteur décentralisé qui relève de la compétence de la province. Regardez, quand vous contrôlez les écoles techniques, les instituts techniques agricoles, à l'Oudayana, à l'Oumélayana, à l'Oussaouyana, et même presque pas tout. Qu'est-ce qu'on fait de ces jeunes gens qui terminent? Qu'est-ce qu'on fait de ces jeunes gens? Je les vois avec des phares, des chemises en train de chercher du travail. Nous avons 104 000 km². Nous avons des espaces. Nous allons prendre les responsabilités pour qu'on puisse identifier quels sont les terrains vacants pour les donner à ces gens-là et chercher les crédits. Et le président de la République, dans sa vision, avait déjà prédit qu'il faut un fonds de garantie pour créer une pépinière, n'est-ce pas, d'entrepreneurs, des chefs d'entreprise, des gens qui produisent des richesses, qui engagent les gens, qui permettent de donner du travail, de produire des richesses. Et payer les taxes, donner la possibilité à l'État de remplir les caisses et d'affecter dans les différents domaines de la vie. Nous allons également utiliser ces agronomes, n'est-ce pas, comme encadreurs dans les villages, pourquoi pas? Ça, c'est notre responsabilité. Dans le domaine de la santé, j'en ai parlé. Dans le domaine de l'éducation, j'en ai parlé. Dans le domaine de l'administration publique, nous avons une administration vieillissante. Il y a beaucoup. Dans une étude que nous avons faite, parce que je travaille avec la Banque mondiale dans cette contexte, 87% des fonctionnaires aujourd'hui opérationnels sont éligibles à la retraite. Et les gens qui terminent n'ont pas de place. Quelqu'un de 70 ans, 80 ans, il continue à travailler. Non seulement il n'a pas, n'est-ce pas, la rente, on n'est pas capable de lui donner une retraite décente où il va aller se reposer comme un homme. Mais bon, voilà, on le laisse. Et il est en train de couper, il ne travaille pas. Il dit non, je vais au boulot. Mais il vient au boulot à 10 heures. Il y rentre à 14 heures. Et il dit non, j'ai des arriérés et des salaires. Quel est ce pays qu'on peut véritablement booster si véritablement il ne travaille pas? S'il n'y a pas une question de gestion de l'État, ça s'appelle en technique la procrastination. Et un pays procrastiné, c'est un pays qui ne développera jamais. Alors, qu'est-ce que nous avons proposé? Nous avons proposé à ce qui concerne la sécurité. Mes chers frères et sœurs, honorable président, honorable membre du bureau, honorable député, nous n'avons qu'une année
Je ne peux pas vous promettre un chapelet d'intention. Moi, je suis un planificateur rigoriste. Je sais que nous devons, dans le cadre de la sécurité, la première chose à faire, avant que nous ne commencions toute autre chose, on va organiser une conférence provinciale sur la paix, l'unité, la réconciliation et le développement. Cette conférence va se faire soit à Losamo, soit à Lodia. Nous allons appeler les députés provinciaux qui sont les représentants légitimes de notre province. Nous allons faire aussi appel à les députés nationaux et sénateurs. Nous allons faire appel à la classe intellectuelle de Sankourou. Nous allons faire appel à des confessions religieuses, les catholiques, les protestants, les kimbamistes, les églises des rebelles, les églises autochtones. Nous allons faire appel à nos chefs coutumiers. Nous allons faire appel à tous nos administrateurs. Nous allons faire appel à nos chefs de secteur et chefs. Nous allons nous retrouver pour dire qu'est-ce qui ne va pas chez nous, quelles sont nos forces, quelles sont nos faiblesses, nous faisons quoi pour changer la situation. C'est honteux. Imagine de fois, tu es bien habillé en 4 pièces. Vous êtes dans une rencontre internationale. On vous dit, je suis du Sonko, il est arrêté. Vous êtes des cons, des connards. Qu'est-ce que vous dites? Qu'est-ce que vous dites? Le mouvement nous a trompés de dire que bon, le Sankoua est quelqu'un très intelligent. Arrêtez. Si vous étiez intelligent, vous aurez un médical, vous aurez fait le développement. Mais vous ne faites rien. Toutes les provinces avancent, vous n'avancez pas. Et nous devons nous dire à ciel ouvert. Chaque comportement aura quelque chose à dire. J'ai déjà préparé le thème de référence. J'ai des bailleurs qui ont accepté de se financer ça. Ça va coûter 350 000 $. On ne va pas prendre dans la poche, dans la caisse de l'État. Mais il y aura un bailleur qui va financer ça. Nous avons un carnet d'adresse pour ça. Et deuxième chose, lorsqu'on aura tenu cette conférence, à ce moment-là, nous allons organiser les députés, on va faire des commissions par territoire. Et le groupe de chaque député vont aller dans les différents territoires pour sensibiliser les résolutions. Les résolutions qui seront ici de cette conférence. Moi-même, avec l'équipe gouvernementale sélectionnée, on va aussi appuyer les députés par rapport à cette question. Nous allons également, par rapport à cette question, j'allais dire, travailler avec les autorités hiérarchiques militaires et des polices. Parce que quand vous regardez la distance entre les différents postes de police, c'est un peu trop. Et nous allons travailler de telle sorte que nous ayons des postes de police de proximité. C'est vrai qu'à un moment donné, on a délocalisé un certain nombre de postes de police, mais ils devenaient des tarnassiers. Ils devenaient des tracassiers. Là, c'est pas normal. Mais nous allons donner la morale qu'il faut parce que les policiers aussi ont besoin de vivre et nous travaillerons dans une perspective d'un plaidoyer auprès des instances compétentes pour que finalement ils soient bien payés et qu'ils puissent avoir la moralité nécessaire pour assumer leurs responsabilités. Nous attendons par ce fait aussi que nous puissions naturellement solliciter avec l'Assemblée provinciale. On va travailler main dans la main dans la perspective d'envoi des tribunaux de paix dans chaque territoire. Aujourd'hui, certes, le tribunal de paix de Luxembourg, toute proportion réservée, vous pouvez me corriger, mais il faut imposer sur l'ensemble de la province. Je voudrais également dire que nous allons réinventer les différents services de sécurité. Ça veut dire quoi? Les doter de moyens. Comment quelqu'un qui travaille à la mer n'a pas les moyens de les mobiliser? C'est-à-dire, ne serait-ce qu'un véhicule, ne serait-ce qu'une moto, pourquoi pas? C'est nos propres moyens. On peut faire un plaidoyer. Vous avez des militaires qui travaillent, ils n'ont pas de jeep. Mais s'il y a un scandale qui se fait quelque part, comment on va s'y prendre? Et nous allons faire un plaidoyer. Et nous connaissons la route pour entrer et poser des problèmes. Parce qu'effectivement, nous avons pris du temps pour construire une certaine crédibilité qui a un impact dans tout ce que nous faisons dans notre vie professionnelle. En ce qui concerne les infrastructures, nous avons souhaité, dans un premier temps, restaurer l'autorité de l'État par la construction des maisons, des territoires, là où il n'y en a pas. Mais là où il y en a, nous allons y mettre des ajustements. Une couche de peinture, pourquoi pas,
elle est dotée, pas comme je vois ici à l'Assemblée, des mobiliers, pourquoi pas l'informatique. Et nous allons prévoir naturellement des microcentrales solaires où ça va donner l'électricité, ça va bouger l'informatique et ça va fermer. Et nous avons fait le calcul. Lorsque vous êtes dans une proportion de 10 km, vous pouvez utiliser simplement avec l'énergie solaire 46 000 $. J'ai travaillé avec une équipe dans les Bois et ça a réussi. Même l'éclairage public, on paie 46 000 $. Avec les moyens d'État, on est capable de le faire. Et si ça a changé, toute proportion réservée, on peut arriver à faire quelque chose. En dehors des maisons de territoire, il y a des choses liées des secteurs. Les secteurs sont des entités territoriales décentralisées. Les secteurs sont des républicains. Ce sont des secteurs qui ont le programme, qui ont le budget. Pas les territoires, n'a qu'un budget de fonctionnement. Les territoires ont un budget de développement. Le budget du secteur, c'est différent du budget, n'est-ce pas, de la province. Et donc, les deux budgets sont concomitants pour lutter contre la pauvreté dans un espace géographique bien déterminé. Et par rapport à ça, il faut restaurer aussi le politique de l'État. Mais ce qui est dans une année, nous allons construire cela. Certainement que je vais comme on dit à Lingala, dans ce programme de 145 territoires, dont moi aussi j'ai participé à sa construction, etc. Et nous allons devoir faire ce travail-là. À l'époque, quand nous on était jeunes, dans chaque territoire, on voyait même la maison du président de la République. Aujourd'hui, il n'y en a pas. Vous avez des visiteurs, mais vous ne savez pas où les loger. Et nous allons nous y mettre dans ce temps relativement court pour que nous puissions ne serait-ce que redonner la vie, le visage de l'autorité de l'État. Nous avons parlé de route. Moi-même, j'ai été formateur de la méthode des IMO. Mais c'est très clair. 1 kilomètre de route, qualité gérable à terre battue, c'est 2 000 $. C'est à vous maintenant de voir. Si par exemple on va aller à Tchoubé, c'est 115 ou 150 km. Alors si vous voulez faire 2000 km par kilomètre, si vous faites 100 km, donc vous avez dans les 400 000. Mais en travaillant avec les Américains, nous avons appris une autre méthode qui a été développée au Mexique. Cette méthode de cartonnage manuel, mais avec une partition de rôle. Ça veut dire quoi? Ça veut dire on prend 10 km sur les trajets. Et sur les 10 km sur les trajets, on donne un cartonnier, on les forme, on lui donne le matériel. Il entretient la route dans les 10 km. Il va de bout en bout et il entretient chaque mois et on lui donne un salaire. Si on lui donne 150 $, si c'est une route de 350 km, vous n'avez qu'à faire véritablement cette proportion. Parce que quand vous utilisez les engins de l'office de route ou de la voirie, 1 km c'est 10 000 $. 1 km de travail. Et chaque jour, les engins ont la capacité de pouvoir entretenir 17 km. Alors si 1 km c'est 10 000, chaque jour si vous faites 17 km, vous multipliez par 10 000, vous avez 170 000 chaque jour. On n'aura pas l'argent. Il faut être réaliste. Alors maintenant, il faut prendre une solution qui correspond véritablement à nos moyens. C'est plus réaliste, à ce moment-là, on ferait quelque chose. De la même manière que j'ai parlé pour les écoles, il faut les reconstruire, il faut y mettre des écoles, il faut faire des dotations. De la même manière, il faut faire avec les hôpitaux. Vous avez 54 000 pour un centre de santé. Alors il faut voir, il y a aussi l'hôpital de référence provincial. Comme par exemple à Kinshasa, vous avez Kaliema, vous avez l'hôpital de Kinshasa, etc. J'ai réservé les kilométrages, etc. Tout ça, ça se trouve dans les documents. Je vous épargne ça, vous m'entendez le jour. Si vous me confiez la responsabilité, je vous présenterai un programme professionnel par rapport à ça. J'ai aussi parlé de la promotion de l'économie. Je dis qu'il faut revenir sur la fiscalité. Il faut arrêter les tracasseries financières et policières. Il faut payer, c'est pas les taxes. Et ça va refluer les caisses de l'État. Et ça va donner la possibilité, naturellement, que la province puisse avoir des moyens. Il
faut également des industries. À l'époque, nous avions des industries. Il y avait les veillards, je me rappelle bien, mais avant c'était au niveau de l'extraction. Il y avait des industries qui faisaient aussi les riz, les cotons, les cacao, les cafés, mais c'est tout. La production, l'extraction, c'était pas pour la transformation. Il faut aller dans la perspective, et le président de la République est en train d'asseoir, n'est-ce pas, cette perspective de la création des zones spéciales économiques qui peuvent facilement drainer les investisseurs qui vont choisir des endroits qui peuvent, n'est-ce pas, transformer. Chers amis, nous sommes pourchassés par le temps. J'ai parlé de l'administration, j'ai parlé de l'éducation. Maintenant, quelles sont les opportunités? Nous pouvons croire que nous sommes capables de changer la situation parce que nous avons des opportunités. Les atouts. Nous avons un peuple, 4 millions. Ce sont des militaires sur les champs de bataille. Ils sont capables de régler. Encore qu'il faut les aider à avoir l'ADN nécessaire pour combattre la pauvreté. C'est une opportunité. La superficie elle-même, nous sommes une puissance en termes de superficie. Nous avons également des ressources naturelles. Il y en a ceux qui parlent du diamant des joailleries, le diamant le plus cher. Mais on est dans l'artisanat, ça ne produit rien. J'ai essayé de vérifier le budget de la province. En tout cas, je n'ai pas vu les ressources qui viennent pas, des minéraux. Peut-être que le budget qui m'a été donné, ce n'est pas celui qui aujourd'hui, je ne sais pas cette évolution positive, mais en tout cas, c'est l'artisanat. C'est l'artisanat. Il n'y a pas de recettes. Et pourtant, il y a des gens qui font les extractions du diamant, etc. Nous avons de mercure. Vous savez, nous avons une biodiversité incroyable, très riche, qui aurait pu servir véritablement d'être protégée. J'avais vu à une certaine époque, on nous réunissait, on était avec les polycarpes, où on devait travailler avec l'Institut de conservation de la nature, pour qu'on puisse prendre une partie de cacao, prendre une partie de l'Oméa jusque dans la chefferie de Dionga, où l'on retrouve pas de buffles, des éléphants, etc. On peut en faire du tourisme. Et les gens peuvent venir, et les gens peuvent payer l'argent. Cet argent rentre et ça permet à la province de fonctionner. Il n'y a pas que ça. Lorsque vous prenez un espace de paysans, autant là où ils vivent, parce que le marché des paysans, c'est ça, c'est la forêt. Mais si vous prenez la forêt, vous donnez la compensation. À ce moment-là, il faut faire un plan de gestion qui n'a pas été fait, qui a été monté à Kinshasa, et on a trompé les gens à pouvoir signer. Nous allons revisiter cela pour donner la possibilité à ce que la province puisse véritablement y aller. Nous avons la possibilité aujourd'hui de tenir compte de la décentralisation. La diaspora, notre diaspora. Il y en a ceux qui sont aux États-Unis, qui sont en Belgique, qui sont un peu presque partout, qui veulent aider. Ils ont des moyens. Mais encore qu'il faut qu'il y ait des projets. Mais il faut qu'ils collaborent. Le gouvernement central, nous avons 23 milliards. Donc, le budget, ce n'est pas 10 milliards. C'est 23 milliards. Parce que le budget consolidé de la République relève de la sommation entre le budget des provinces qui sont distincts du budget du gouvernement central et qu'ensemble, on est en train véritablement de lutter contre la pauvreté. Et c'est ce qui sera suivi. Les gens vont nous dire, mais à 540 jours, comment va-t-il terminer? Non, on va responsabiliser. Il y a des gens qui travaillent dans chaque territoire, ils vont s'en occuper. La DGI, ce sont des recettes qui sont mobilisées au niveau de la province. Et ces recettes sont... C'est là qu'on crée un agenda stratégique. C'est là qu'on crée un paquet de problèmes. C'est là qu'on discute sur les problèmes communs à toutes les provinces. Depuis que nous avons aidé à la création de cette association n'a jamais toujours été opérationnelle. Nous avons tiré l'avantage. Parce que c'est différent de la conférence des gouverneurs. La conférence des gouverneurs, c'est un cadre où on retrouve les provinces et, c'est pas le gouvernement central pour discuter. Mais il est anormal que, comme les gens vont aller en Banaka, on va appeler tous les gouverneurs. Ils vont se retrouver en Banaka. Mais ils ne se sont pas entendus au préalable des questions qu'ils vont discuter avec le gouvernement central. Et quand ils arrivent, tout le monde prend le train en bout de route. L'essentiel, c'est d'y arriver. Et on prend des résolutions parce qu'il n'y a pas de questions questionnantes. Des questions qui interpellent d'autres questions et qui permettent aux gouverneurs de partager naturellement des problèmes pour débloquer les situations qui traînent chez eux. Et donc, il y a des recettes à caractère national. Je mérite d'être là, mais ce n'est pas un programme. Il y a nos députés qui sont nos électeurs.
Vous méritez respect. Je vous connais que vous êtes mon jeune frère. Vous voyez comment je m'indigne. C'est que vous êtes un homme digne, digne de considération. Il faut vivre comme étant un homme digne. Et il y a des attributs de dignité. Je voudrais vous dire, cher honorable, que je prendrai la résolution. Quand j'arrive, je vais vérifier les caisses de l'État, les caisses de la province. En pleine vérification des caisses de la province. Je vais demander la comptabilité de m'établir des créances. Et la première créance à libérer, ça sera celle de paiement de tous les arriérés des députés provinciaux. Parce qu'ils méritent mieux que les députés provinciaux. Et par rapport à cela, je prévois, dans les trois prochains mois, je vais prendre, même quand je rentre ici, je connais les secrets, je connais les fenêtres pour entrer. J'ai dit que je vais prévoir une formation, c'est ce qu'on appelle généralement le renforcement des capacités, parce que les gens qui sont la profession de président, pour permettre nos députés d'apprendre la légistique. La légistique, c'est comment fonder des lois, comment faire le contrôle citoyen, comment faire le contrôle de l'action publique. Parce que c'est votre rôle, il faut que vous soyez en mesure de contrôler le gouvernement provincial. C'est votre rôle, c'est votre rôle. Et il y a des techniques pour ça, il y a des normes pour ça. Et moi je dirais, la première chose, pour qu'il y ait une bonne collaboration avec les députés, on doit organiser cette formation. On doit organiser également, et nous allons le faire sans les moyens de la province, les échanges d'expérience. Les échanges d'expérience avec d'autres provinces. Lorsqu'en 2019, je veux les routes asphaltées, tout organisé. Il a conçu même une grande maison, un palais pour l'Assemblée provinciale. Il a conçu un palais pour le président de la République. Je ne dis pas qu'on peut faire ça au Samporo. Mais quand même, je suis gouverneur de province. Et je me battrai dans un délai relativement court pour que non seulement le gouvernement provincial, les honorables députés soient reconnus comme honorabilité. Pour aller dans votre territoire, vous avez des moyens de déplacement. Vous allez faire comme moi je fais. En quittant Moujima jusqu'ici, s'ils savaient que j'étais candidat gouverneur, ils allaient mieux toucher moi. Parce que j'étais sur une moto qui tombait à tout moment. Non, il faut arrêter ça. Il faut arrêter ça. Honorable président, honorable membre du bureau, honorable député provinciaux, je suis en train de terminer. Mais les enfants d'aujourd'hui et les générations de demain ne trouveront rien. Et vous endosserez la responsabilité de votre histoire et des générations futures. Arrêtez de vous quereller. Arrêtez de vous quereller. Sinon, s'il n'y avait pas le Lumumba, ce pays ne serait pas indépendant. Nous sommes capables de changer la situation si nous nous entendons. S'il vous plaît. Un autre exemple, c'est la situation de Nelson Mandela. Mandela est en Afrique du Sud. Il a fait 27 ans en prison. Et lorsqu'il était en prison, mes chers frères et sœurs, il avait toujours besoin d'eau. Et il demandait le garde qui était devant lui, donnez-moi l'eau. La garde, au lieu de lui emmener l'eau, lui amenait des urines et l'eau. Mandela a souffert. Pendant 25 ans, diabolique, Mandela est sorti de sa prison. Et donc, quand il est sorti de sa prison, un jour il est devenu président. Il a pris ses collaborateurs, il dit, tant qu'on est allons dans un restaurant. Et ils sont arrivés dans un restaurant, il a vu au bout du restaurant les militaires là qui les faisaient boire des urines. Et Mandela, quand il a vu, il a appelé, celui-là est venu. Il dit, tu peux t'asseoir. Alors serre-toi comme tout le monde. Le militaire s'est servi. Et quand il mangeait, il était en train de grelotiner, il était en train de trembler, tout tombait. Il a fini, il dit, mon président, est-ce que là je peux partir? Et Mandela m'a libéré. Et ses collaborateurs qui ne savaient pas le scénario, il dit, mais président, comment ce type-là tremblait? Il faisait tomber la nourriture. Il dit, c'est parce que cet homme-là, quand j'étais en prison, c'est lui qui me donnait les urines pour boire. Et il a écrit que quand je l'ai appelé, je vais le tuer. Il dit, mais comment? Un homme comme ça, nous devions le discipliner. Et Mandela leur répond, si vous le disciplinez, c'est une vengeance. Demain, qui sait ce que cet homme-là sera? S'il devenait président, il nous voit encore. Il va vous venger. Alors, faut-il aller
demandé pour arrêter la vengeance, pour qu'on puisse prendre la relance. Alors, on dit qu'on a un chien. Alors, on va continuer à s'entretuer. Moi, je vais que mon jeune frère, il est devenu responsable. Moi, je ne peux pas aller chez lui manger. Parce qu'il a une autre tendance, une autre tendance. C'est ça la vie. C'est le même problème des gouverneurs. C'est le même problème des gouverneurs. Mais la fraternité, c'est plus que ça. C'est le sang, s'il vous plaît. C'est le sang. Oui, on est venu là. Vous avez dit une charge d'être excellence. Mais vous vous trompez. Je suis motivé par une chose. Comment réasseoir le cadre de la sérénité dans notre province. Comme on dit, passe la boutique. S'il vous plaît. S'il vous plaît. Soyons comme Mandela. N'allons pas de vengeance en vengeance. N'allons pas de vengeance en vengeance. Et je termine. Aux États-Unis, vous allez m'excuser, mais c'est là que je vais finir. Aux États-Unis, je suis dans mon temps. Aux États-Unis, il y a deux partis politiques. Il a ses propres cliniques, c'est un médecin. C'est avec lui que je suis.